Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Cyril Duchamp, journaliste. Bienvenue à ce webinaire OPCO-EP sur la transition écologique, le premier d'une série, puisqu'il vous en sera proposé un par mois sur l'année qui vient. Avant toute chose, un petit point pratique rapidement. D'abord, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet de chat qui est situé en bas à droite de votre écran. Des ressources seront postées au fil des échanges pour disposer d'une documentation qui sera utile à vos réflexions, et puis un replay sera accessible à l'issue de ce webinaire. Alors, de quoi va-t-il être question aujourd'hui? D'abord, au travers de témoignages concrets d'entreprises, des motivations à s'engager, nombreuses, qui combinent conscientisation personnelle et nécessité d'anticiper les mutations économiques. Ensuite, des manières de s'engager, participation à un événement expert, objectif de labellisation, etc. Et puis, bien sûr, des modalités d'accompagnement pour structurer la démarche, par exemple avec une PCRH proposée par OPCO-EP. Un dernier mot rapide de cadrage sémantique, si vous me le permettez. Lorsqu'on parle de transition énergétique, il s'agit bien d'un enjeu de diminution des émissions de CO2 liées à la production et à la consommation d'énergie, en vue de parvenir à une neutralité carbone, cet objectif à horizon 2050. C'est un enjeu de réduction de l'impact environnemental au sens large. Ainsi, avec la transition écologique, on peut parler d'un processus de transformation qui vise un développement durable et soutenable des modèles économiques des entreprises en réponse aux défis environnementaux qui se posent aujourd'hui à nous. Qu'en est-il du rapport à la RSE? La transition écologique et énergétique est bien un élément des démarches RSE. On peut même dire que c'est une première marche, puisque la RSE correspond à une approche large, structurée autour de 3 piliers, pour reprendre la définition de la Commission européenne. Une responsabilité économique, une responsabilité sociale et sociétale, une responsabilité environnementale. En France, la transition énergétique et écologique fait l'objet de plusieurs lois, vous le savez. On peut citer celle de 2015 pour la croissance verte, et puis plus récemment, celle de 2021, dite loi climat et résilience, avec à la clé des programmes et des financements pour soutenir cette transition. Alors, pourquoi OPCO-EP s'engage dans la transition écologique et encourage à le faire? Pour en parler, Sophie Occo, bonjour. Vous êtes responsable du département ingénierie de l'offre de services à la direction du développement et du marketing de OPCO-EP. Pourquoi l'OPCO se positionne-t-il aujourd'hui sur ce sujet de la transition écologique? Alors, bonjour Cyril, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints pour ce premier rendez-vous transition écologique, transition énergétique, puisque effectivement, vous l'avez dit, il y en aura d'autres et que cette première, on est déjà ravis de vous avoir avec nous aussi nombreux. Alors, pour répondre à votre question, Cyril, la transition énergétique est un réel défi majeur pour les entreprises, avec un certain nombre d'enjeux auxquels elles sont confrontées, des enjeux éthiques, des enjeux réglementaires, des enjeux économiques, des enjeux concurrentiels, certains pouvant même se cumuler selon leur secteur d'activité, selon leur territoire. Nous, au OPCO-EP, aujourd'hui, c'est 54 branches professionnelles que l'on accompagne. Ça représente environ et un peu plus de 450 000 TPE, PME sur l'ensemble du territoire. On est nécessairement, et elles ont une attente et on se doit de les accompagner face à ces nouveaux défis. À ce titre, d'ailleurs, comme vous l'avez précisé, la loi climat et résilience reprécise bien le rôle des OPCO, puisqu'elle précise bien qu'elle confie aux OPCO la mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets de transition écologique, énergétique, et en particulier, de fait, les OPCO, par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. À ce titre, d'ailleurs, notre conseil d'administration, lors des orientations 2024, a précisé dans ces orientations la volonté pour l'OPCO de promouvoir et de sensibiliser aux enjeux de transition énergétique et écologique et de favoriser la décarbonation des parties prenantes dans le champ d'OPCO-EP. Quelles actions OPCO-EP met en place en direction de ces entreprises adhérentes, de ces branches et des OF? Alors, plusieurs actions
sont déjà menées et vont se poursuivre tout au long des prochains mois et des prochaines années. Aujourd'hui, donc en fait, il y a surtout deux niveaux. Un premier niveau donc qui s'inscrit plutôt en accompagnement des branches avec une approche branche, une analyse des défis sectoriels par la transition énergétique et euh, écologique au travers d'études, au travers de notes d'observation. Donc, ces travaux sont conduits dans le cadre d'un engagement de développement des emplois et des compétences, plus facilement nommé EDEC. Donc, Guillaume Laurent, qui interviendra juste après moi, aura l'occasion de vous présenter les travaux qui ont déjà été initiés par le COEP à ce titre. Et puis, nous avons également une offre, adapter l'offre de service pour pouvoir avoir des accompagnements individualisés qui permettent justement d'aller vers les entreprises qui sont confrontées à ces enjeux et de pouvoir leur apporter les solutions adaptées à leurs besoins. À ce titre, donc, Karine Brunel, qui interviendra plutôt dans la deuxième partie, aura l'occasion de vous apporter tous les éclairages nécessaires sur les solutions qui ont été développées et qui pourront se poursuivre et encore s'améliorer. Merci beaucoup, Sophie Oko. Alors effectivement, tout ceci va être illustré par des cas très concrets, des témoignages d'entreprises qui se lancent ou se sont lancées dans une démarche de transition écologique, accompagnée par Opco EP. Mais avant de leur donner la parole, un point avec Guillaume Laurent sur les études dont il vient d'être question pour bien comprendre les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui, pardon. Guillaume Laurent, bonjour. Vous êtes responsable du département observation et évaluation de OPCO-EP qui mène donc un certain nombre de travaux pour analyser l'impact de la transformation écologique sur les transformations économiques des entreprises et les évolutions qui en découlent en termes de compétences. Comment est construite votre action avec les branches? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, avant d'arriver précisément sur le champ de la transition écologique et énergétique, voilà, les branches au sein de l'OPCO, on a 54 branches. On a 2 observatoires autonomes sur lesquels voilà, on est plus sur la gestion d'une convention de partenariat et de gestion avec eux, et où on intervient moins et on déploie moins l'offre de services que l'on va proposer en revanche aux autres branches. Donc sur les autres branches, c'est-à-dire une bonne trentaine de branches où on leur propose notre offre de service, on va décliner ensuite cette offre de service autour de différentes entrées, la production de repères emploi formation avec des panoramas de branches, de territoires, ou sur les seniors ou les ruptures par exemple. On va avoir aussi un axe autour de l'alternance, voilà, où on va faire des bilans de l'alternance, mener des enquêtes aussi sur par regard croisé des différents publics, ou aller sur des questions relatives aux tuteurs, aux maîtres d'apprentissage, ce genre de choses. Un angle, effectivement, et je vais y revenir tout de suite sur tout ce qui est transition et dynamique. Et effectivement, là, je vous en reparlerai, notamment dans le cadre de l'EDEC qui a été évoqué par Sophie, d'un certain nombre d'études qui sont en cours et des travaux aussi qui ont touché l'ensemble des branches. Et puis pour terminer un peu la liste, on a des éléments aussi qui vont être en appui de l'ingénierie de la certification. On va avoir des choses qui sont aussi sur l'égalité femmes-hommes et puis de l'appui au territoire. Voilà, pour brosser un rapide portrait des actions qu'on peut mener sur tous les sujets. Merci. Alors précisément concernant cet EDEC que COP-COEP a signé avec l'État pour déployer donc un plan d'action en direction de vos 54 branches, Sophie Oko l'a rappelé tout à l'heure, mais également de l'Interpro. Peut-être un mot sur les réalisations, un peu. Alors, peut-être même plusieurs mots pour le coup. Alors sur l'EDEC, effectivement, un EDEC a été signé donc entre l'OPCO-EP et l'État sur le fait de donner, en tout cas sur la partie observation, il y a plusieurs parties dans cet EDEC, mais sur la partie observation et donc fourniture de diagnostic, il y a 2 volets. Il y a un premier volet qui a été réalisé l'année dernière, qui est en cours de finalisation pour certaines branches, mais qui a donné lieu notamment à la publication de livrables que vous pouvez retrouver sur le lien qui est dans le chat. Donc ce premier volet en fait avait une visée de donner un premier niveau d'information sur la question de la transition écologique et énergétique pour les 54 branches
branches de l'OPCO-EP. Donc ça a participé d'un travail à la fois de recherche documentaire, à la fois d'entretien avec les branches, d'ateliers, et donc aussi la production in fine d'une note de 8 à 10 pages pour chacune des branches, avec 4 clés d'entrée, le climat, l'énergie, la pollution, gestion des déchets, etc. Et puis la biodiversité. Et donc l'idée étant de regarder d'abord par la porte d'entrée de l'activité ce qui va se passer en termes de transformation liée aux mutations liées à la transition écologique et énergétique, pour ensuite aller déjà regarder un petit peu dans cette note les effets en termes d'évolution de l'emploi et de compétences, mais sans aller en profondeur, mais ce qui amène au deuxième volet, c'est-à-dire que pour les branches qui souhaitent aller plus loin, là, il y a des études approfondies qui se déroulent sur 8 à 12 mois environ, en fonction aussi de la problématique et du niveau de maturité ou d'exposition de la branche, pour vraiment aller sur cette problématique d'emploi et de compétences à travers un état des lieux prospectif, une actualisation de la cartographie métier qui permet de voir un peu les impacts de la transition écologique et énergétique sur les métiers, et puis in fine, un plan d'action pour faire le lien aussi avec toutes les actions que mène l'OPCO-EP, notamment avec Sophie sur l'offre de services et d'autres composantes de l'OPCO. Oui, donc déjà un certain nombre de notes accessibles en ligne sur le site d'OPCO-EP. Quels sont les objectifs poursuivis finalement? Quelles sont les priorités fixées pour la rédaction de ces notes? Alors pour la rédaction de ces notes, en gros, alors le contenu, on va revenir sur les grands enjeux de la transition écologique et énergétique. On va ensuite rebalayer pour chacun des critères que j'ai évoqués, qui sont les 4 clés d'entrée, donc réchauffement, enfin le climat, l'énergie, la pollution et puis la biodiversité, éclairée de manière assez poussée et aussi validée par les branches professionnelles. Donc chacun de ces écrits a été validé. Balayer tout cela pour apporter finalement des clés de lecture et donner un premier niveau d'information en lien aussi avec la mission de l'OPCO, qui est d'informer sur la question de la transition écologique et énergétique auprès des entreprises et de leurs salariés. Donc, et l'idée étant, dans ces notes, de donner aussi un aperçu sur les tendances à 2030, sans non plus être dans la boule de cristal, donc tracer des choses qui sont de l'ordre du palpable aujourd'hui et qui vont évoluer, dont on est sûr, et puis donner un peu ce que je disais, un aperçu en gros en termes d'évolution, de compétences dans les métiers socles de chacune des branches. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de branches qui sont engagées dans ces travaux d'études aussi approfondies qui font suite à ces notes transition écologique. Donc en résumé, on a 54 notes, autour d'une cinquantaine de notes sur la transition écologique pour chacune de nos branches, et puis une dizaine de travaux engagés sur des travaux vraiment approfondis, sur des choses qui sont pour certaines terminées, si je vais prendre l'exemple de la promotion immobilière, et puis d'autres qui sont en cours sur l'assainissement, la maintenance industrielle, les remontées mécaniques ou d'autres branches que l'on peut avoir au sein de l'OPCO. D'accord, très bien. Juste avant peut-être de passer la parole aux internautes, au public qui nous suit, je vous encourage à poser vos questions dans l'onglet de chat qui est situé à droite. Peut-être une question sur la finalité de cet EDEC, Guillaume Laurent. Finalement, il s'agit bien de penser de l'accompagnement sur la base de ces diagnostics. Ouais. Alors il y a vraiment un enchaînement. Alors la mission dans la loi climat et résilience, c'est accompagner, informer et accompagner les entreprises sur ces questions de transition écologique. Donc l'EDEC est construit un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire à la fois diagnostiquer les situations parce que et les objectiver aussi avec un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est la phase observée qui va permettre de donner aussi des éléments de lecture sur des choses où on a des intuitions, mais on n'a pas forcément objectivé ces intuitions. Donc c'est aussi poser un peu cette première pierre, et pour ensuite aller aussi, comme on le fait là, développer aussi une information à travers des webinaires, et donc transmettre cette information et ces connaissances que l'on a pu engranger, et également aussi une logique d'action, vraiment de déploiement d'action à travers des accompagnements d'entreprises, des accompagnements de branches, en tout cas un certain nombre d'actions qui vont être
issu aussi du plan d'action qu'il va y avoir dans des diagnostics approfondis. Si je prends la promotion immobilière, voilà, par exemple, on a un certain nombre de choses qui sont sorties en fait de ce travail de diagnostic, avec qui avait notamment une porte d'entrée sur des 8 opérations types dans la promotion immobilière et qui visait à faire évoluer les compétences en lien avec tout ce qui avait pu être ressorti de ça. Et donc là, une logique offre de services et actions à mettre en place suite à ça. Ok, je crois qu'on peut, si vous le voulez bien, on peut peut-être prendre une question des internautes. Alors j'en vois une, je vous la livre. Pour les adhérents de l'OPCO, comme l'internaute qui pose cette question, qui sont déjà des accompagnateurs d'entreprises en transition écologique, y a-t-il des opportunités d'intervenir dans votre plan? Qui souhaite prendre la parole? Je Sophie pense Occo, que je peut-être, par rapport à cette Oui, question. oui, je peux effectivement répondre. Alors, il y a plusieurs possibilités ou pas. Donc, en fait, soit effectivement, il y a un accompagnement individuel pour des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises vont faire des choix et vont repérer des prestataires qui peuvent les accompagner par rapport à leurs besoins, et auquel cas l'entreprise reviendra vers nous pour avoir des sollicitations en termes de prise en charge. Et puis nous, on va mener des accompagnements un peu plus spécifiques dans le cadre d'appels d'offres marché public. Donc, ce qu'on a déjà fait là, et Karine vous en reparlera tout à l'heure, puisque on a des accompagnements individualisés de type PCRH spécifiques qui permettront d'aller sur la transition écologique pour 2025. Mais là, l'appel d'offres est bouclé. Mais on pourrait très bien avoir dans un deuxième temps, mais en tout cas pour l'instant on n'a rien, mais on pourrait sur 2025 avoir 2 nouveaux appels d'offres qui viendraient, et dans ce cas-là cet interlocuteur pourrait en bénéficier, en tout cas pourrait y répondre, en bénéficier je ne sais pas, mais y répondre. Voilà. Je pense qu'on a pu répondre en partie Oui, je pense que à la réponse l'interlocutrice. est précise. Une deuxième question, qu'en est-il des formations inter-entreprises? Alors sur les formations interentreprises, c'est exactement la même réponse. Nous, pour l'instant, nous n'avions pas nécessairement pour l'ensemble de l'OPCO-EP une offre interentreprise sur des actions clés en main, comme on pourrait les appeler. C'est un projet pour 2025, 2026, 27. Donc un appel d'offres sera publié dans les prochains mois. Merci beaucoup Sophie Occo. J'en profite pour remercier aussi toute l'équipe d'OpcoEP qui s'active en back-office pour apporter aussi des éléments de réponse, des réponses et poster, publier les hypertextes qui pointent vers les ressources dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, donc moi je relais quelques-unes des questions, mais ça travaille derrière, hein. Il y a pas mal pas mal d'échanges. Je crois on en reste là pour les questions qui vous sont adressées, Sophie Occo et Guillaume Laurent. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et la précision des réponses. Maintenant, peut-être interrompons-nous au déclencheur d'une démarche de transition écologique. Il existe finalement de nombreuses clés d'entrée, que ce soit un diag, la nécessité d'un bilan carbone, la participation à une fresque du climat ou encore la recherche d'un label. Qu'en est-il de nos 2 entreprises témoins, l'imprimerie Léonce Depré dans les Hauts-de-France et Fournials Motoculture en Occitanie? J'ai le plaisir d'avoir avec moi Christophe Fajardi et Vincent Fournial. Bonjour messieurs, le temps que vous montiez sur scène, Christophe Fajardi est directeur industriel de l'imprimerie Léonce Després, qui est donc dans les Hauts-de-France, et Vincent Fournial, le directeur de Fournials Motoculture, une entreprise d'Occitanie spécialisée sur alors je vois Christophe Fajardi qui est là. Bonjour Christophe Fajardi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je le disais, vous êtes directeur industriel de l'imprimerie Léonce Després. Présentez-nous peut-être rapidement votre entreprise et le contexte dans lequel s'inscrit votre démarche de transition écologique. Alors, nous sommes une imprimerie familiale créée en 1922 par l'arrière-grand-père de l'actuel président. Nous sommes spécialisés dans l'impression de magazines, de catalogues, de journaux de collectivités locales et un petit peu de prospectus, mais très peu. Nous sommes 70 personnes, basées effectivement dans les Hauts-de-France, près d'Arras.
Que dire d'autre? Nous sommes dans un secteur en difficulté. Alors, l'entreprise a d'ailleurs été en grande difficulté il y a 5 ans. On en est sorti en sortant d'un redressement judiciaire en 2021. On est dans un marché qui reste très difficile, en forte baisse de volume de 5 à 10% par an. Nous, dans ce contexte-là, on arrive depuis quelques années à maintenir notre chiffre d'affaires aux environs de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est compliqué. Et malgré ça, on y reviendra. Effectivement, on fait le pari de mener une démarche de transition environnementale très engagée et très volontariste. Une démarche de transition environnementale qui finalement est une forme d'anticipation sur l'avenir par rapport à ce contexte que vous venez de décrire. Bon, on va y revenir plus en détail sur la manière dont ça a été conduit. Je vous propose d'accueillir Vincent Fournial. Bonjour, vous êtes donc à la tête d'une entreprise qui est spécialisée dans les matériels d'entretien d'espaces verts, hein, c'est bien ça, aussi bien pour les particuliers, les professionnels, les collectivités. Et c'est une entreprise qui compte 36 salariés. Alors, avant de vous donner la parole, vous avez tourné une vidéo avec Opco EP qui présente votre démarche. Ce que je vous propose, c'est d'en regarder un court extrait. L'entreprise Fournial Motoculture a été créée en 1956 par mon grand-père. Et avec mon frère, on est rentré en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, pour continuer à la développer sur tout le secteur du matériel autour des espaces verts. On a toujours été attaché à des valeurs qu'on n'exprimait pas forcément, qui étaient des valeurs de matériel qui va durer dans le temps, qui sera facile à réparer. Et Michael, de notre OPCO, est venu nous présenter le projet Green Me Up. On a pris une décision avec mon frère, c'est que la partie des matières que nous recyclions et qui pouvaient ramener de l'argent dans l'entreprise, toute cette somme, on l'a réinvestie pour recycler tout ce qui pouvait coûter l'argent. Alors, je vous signale l'existence d'autres ressources de ce type que vous trouverez sur la chaîne YouTube d'Opco EP, qui propose donc un certain nombre de vidéos de témoignages d'entreprises qui agissent, comme Fournial Motoculture, en faveur de la transition écologique. Ces témoignages sont très parlants, ça permet d'illustrer et de comprendre concrètement les problématiques et les actions menées. Vincent Fournial, peut-être un mot sur vos motivations, sur ce qui vous a conduit à mener cet engagement en faveur de la transition écologique. Alors, il y a en fait, on a ça un petit peu dans l'ADN de l'entreprise. On a toujours pensé à la durabilité au niveau du matériel par rapport à l'approche avec nos clients. Et du coup, on avait ça en tête. Et dans notre OPCO, on est suivi par Michael qui nous connaît bien et qui nous a orientés du coup sur le Green Me Up. Ce qui a permis de mieux structurer notre entreprise par rapport aux déchets. Et pour nous, c'est vraiment la clé de demain. Je pense qu'on ne peut plus jeter tout ce que l'on jette parce qu'il y a une valeur ajoutée là-dessus. Et cette transition écologique, c'est quelque chose de très, très bien qui se met en place. Et au niveau des équipes, c'est bien perçu. Mais peut-être on l'abordera tout à l'heure. Mais voilà. Donc, ce qui nous a motivés, on l'a dans l'ADN. C'est quelque chose qu'on faisait par tradition et puis par conviction. Et du coup, notre Michael qui nous suit sur l'OPCO a ciblé ça et nous a orienté sur le Green Me Up, qui a permis de mettre un cadre, en fait, vous le verrez bien dans la vidéo, pour ceux qui la regarderont, qui a mis un cadre et c'est vraiment très, très intéressant. Et j'encourage tout le monde à regarder puis à se poser les bonnes questions. Oui, c'est une vidéo qui dure un peu plus que les 45 secondes qu'on vient de voir, évidemment. Je crois que c'est une vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Alors, il y a, Vincent Fournial, cette volonté d'engagement finalement citoyen que vous venez d'exposer, mais il y a également des raisons qui sont intimement liées à votre positionnement au niveau du cœur d'activité, finalement. Il y a aussi un intérêt, certainement, de positionnement, de valorisation par rapport à vos concurrents, peut-être, d'attirer une clientèle spécifique. Autre question, est-ce que sur l'aspect des passations de marché, des appels d'offres, est-ce que cette dimension de transition écologique est de plus en plus à prendre en compte dans votre secteur? Alors là, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'intérêt concurrentiel, il est réel. Aujourd'hui, sur un marché très concurrentiel, comme on doit certainement tous le dire dans le commerce,
La valeur produit en est une et le choix du produit en est une. Mais derrière, si on met en place des structures, on va se différencier. Et cette façon de faire, il y a de plus en plus de clients, d'acheteurs qui sont sensibles à ce qu'ils vont acheter. Notre difficulté, nous, que l'on a rencontrée, c'est que faire bien, on sait le faire, mais le faire savoir, c'était un petit peu compliqué. L'approche du Green Me Up nous a bien aidé sur ce point-là. Et donc, effectivement, par rapport à la concurrence aujourd'hui, pour le même matériel, en fait, au même prix, ben nous, on va pouvoir proposer derrière en disant, attention, en le prenant chez nous, on est structuré pour ça, notre déchet, il est structuré, on ne jette plus n'importe quoi et on a un cadre qui est donné. Donc, effectivement, sur l'aspect concurrentiel, c'est parfait. On essaye de l'intégrer aux appels d'offres. Aujourd'hui, ça pèse pas, mais je pense que c'est plus un cadre juridique, mais on l'intègre quand même dans tous nos appels d'offres et sur le mémoire technique, on précise bien tout notre chemin au niveau du recyclage de tout ce que nous commercialisons et la façon dont nous faisons le service après-vente. Important, on essaye de pousser très loin la durabilité des machines. Donc les pros, ils sont sensibles parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est un produit le plus durable possible. Donc au final, ça match et ça marche plutôt bien. Et donc en fait, sur tous ces paramètres, on s'aperçoit que si on y va, c'est quelque chose qui aujourd'hui semble un peu difficile, mais c'est ce que j'expliquais à mes équipes. Le changement, il est quotidien. Vous avez deux façons de voir un changement. Vous l'anticipez ou vous le subissez. On y va. Je pense que la clé, elle est là. L'OPCO-EP nous propose un Green Me Up qui est une forme de bilan et de première approche sur les notions écologiques. Il me semble que c'est le minimum de la clé d'entrée. Ça permet d'amener nos équipes avec nous. Et au final, aujourd'hui, sur le temps qu'on a passé depuis la mise en place du Green Me Up, on a déjà créé ce que j'ai appelé des routines. C'est-à-dire que ce qui, au début, amenait une complexité par rapport à des habitudes, ça a pris le relais, c'est devenu des routines. Et le recyclage, l'utilisation de chiffons au lieu de papier, etc. Je crois que même, ils ne seraient pas capables de revenir en arrière. Parce qu'on a mis ça en place, c'est fluide, c'est bien, c'est propre, tout le monde y gagne. Voilà. Alors, quand vous dites tout le monde y gagne, je sais, parce qu'on a évidemment préparé votre intervention. Quand on en a discuté, vous m'aviez évoqué la dimension d'engagement de vos collaborateurs, au sens où finalement, ça leur profite aussi. C'est aussi une démarche de QVT, quelque part, dans l'approche transition écologique. Est-ce que c'est exact? Puis après, je vais passer la parole à Christophe Fajardi je vous écoute. Oui, j'aurais vite fait. Alors, du coup, pardon Christophe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on met ça, on s'aperçoit qu'on améliore la qualité de vie au travail. Là, on y était sensible parce que c'est dans nos codes, c'est une entreprise familiale. Et comme on fait de la réparation en atelier, on a des bruits, on a des fumées, beaucoup de nuisances qu'on avait déjà identifiées. Ça, on l'a traité, ça. Ça n'a rien à voir par rapport à toute la démarche Green Me Up, mais par rapport au bien-être au travail. C'est une évidence et c'est mieux pour tout le monde. On est moins fatigué, plus performant, il y a moins de tension parce que le commerce, ça fait, vous le savez tous, quand on travaille, il peut y avoir des moments de tension. Alors, si on peut diminuer l'agrément extérieur pour ça, c'est pas mal. Donc, on avait fait ça. Et l'idée de recycler, vous avez ce sentiment de faire les choses bien jusqu'au bout. On essaye de plus remplir des poubelles. En fait, on s'aperçoit que tout compte fait, quand on va jeter, dans notre cas, un taillis, une tondeuse, il y a plusieurs matières. Et ces matières-là, on pourra en refaire quelque chose. Je trouve que c'est valorisant. Ok, merci beaucoup Vincent Fournial. Juste un mot, parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises le dispositif Green Me Up. Tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. On va en parler juste après avec Karine Brunel d'OPCO-EP qui nous expliquera les tenants et les aboutissants, qui nous donnera les détails de l'accompagnement que propose OPCO-EP pour vos structures respectives. Christophe Fajardi, je posais la question à Vincent Fournial sur les motivations qui le poussent, qui le mènent à avoir ces actions, cet engagement en faveur de la transition écologique. J'en retiens finalement deux ordres de réponse, mais avec beaucoup derrière d'implication. Le premier, c'est une motivation finalement personnelle, un engagement citoyen, une conviction, et puis des positionnements stratégiques sur les modèles économiques, avec des anticipations. C'est un peu comme ça qu'on l'entend quand on parle des appels d'offres et des marchés qui prennent pas totalement en compte aujourd'hui la transition écologique, mais a priori, ça devrait le faire. Donc il y a une dimension d'anticipation. Qu'en est-il de votre côté au niveau de l'imprimerie Léonce de Pré? Quels ont été les éléments déclencheurs pour structurer cette démarche? Alors il y a deux grandes familles d'éléments déclencheurs. Le premier, ça a été dit, mais ça correspond à une conviction personnelle
du président de l'entreprise et de moi-même, je suis son associé. Donc on avait cette fibre qui montait en nous de faire évoluer le modèle de l'entreprise. Et donc suite à ça, on a décidé d'adhérer, de participer à la convention, la CEC des Hauts-de-France. Donc la CEC, c'est la convention des entreprises pour le climat. Ça se fait un peu partout en France, dans chaque région. Il y a eu des CEC thématiques également. C'est un programme d'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour faire évoluer le modèle de leur entreprise vers un modèle régénératif. Alors quand on est une vieille industrie qui consomme beaucoup d'énergie, imaginer un modèle régénératif, c'est complexe. Ces programmes se passent en 6 sessions de 2 jours, étalées sur une année. Et la première session, c'est 2 jours de conférences d'experts de très bon niveau. Et on ne sort pas de ces 2 jours sans être bousculé, quoi. Ça perturbe profondément le regard qu'on a sur notre métier. Oui, c'est très marquant. Très marquant. Et donc, ça n'a fait qu'accentuer notre volonté de faire évoluer le modèle de l'entreprise. Donc, voilà, ça, c'est les éléments plus personnels. Et puis, effectivement, on est dans un marché, on est très gros consommateur d'énergie. Donc, la transition énergétique, on a commencé dès le début de la crise de l'énergie en 2021, à peu près, 2020-2021, quand les coûts du gaz se sont envolés, puis les coûts de l'électricité. On a travaillé sur notre consommation. Bon, on peut pas modifier nos process instantanément, mais en tout cas, on réfléchit à des évolutions long terme de nos process également. Donc ça, c'est le premier point. Le marché nous commence aussi à nous pousser à évoluer, ce qui est une bonne chose, notamment les marchés publics. Nous, on répond à pas mal d'appels d'offres pour les journaux de ville, de départements, d'offices de tourisme, etc. Et la part de la note environnement dans ces appels d'offres est de plus en plus importante. Ça, c'est en évolution. Donc, c'est en évolution. Et alors, nous, on travaille plutôt pour des petits éditeurs de presse. On ne travaille pas pour les grands groupes de presse type Vivendi, etc. Ou Prisma. On travaille plutôt pour des éditeurs indépendants qui, pour certains, sont de plus en plus sensibles également au choix de leurs fournisseurs en intégrant la notion environnement dans leurs décisions. On a aussi des clients qui s'en moquent royalement, qui ne recherchent que du prix et voilà, donc qui n'hésitent pas à aller imprimer en Roumanie, en Espagne, là où c'est moins cher. Mais on sent une part quand même croissante de nos clients qui y sont sensibles. Voilà, donc on a fait ce pari de s'engager fortement dans cette démarche. Ouais, donc un contexte en évolution et mieux vaut anticiper. En parlant d'anticipation, vous aviez déjà mené plusieurs actions finalement en lien avec votre cœur d'activité sur la transition écologique depuis un certain temps, en particulier avec des certifications, c'est ça, hein? Ouais, depuis longtemps. À titre d'exemple, depuis la construction de notre site il y a 20 ans, on fait de la récupération de chaleur pour chauffer le bâtiment l'hiver. On dépense 0 énergie pour chauffer le bâtiment. Donc, ce système de récupération, on a investi il y a 18 ans, en 2006. On est certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années. Donc, c'est la norme pour l'environnement. On est certifié ISO 50001 également. On est certifié PEFC. Ça garantit à nos clients que l'origine de nos papiers, les papiers que l'on utilise sont fabriqués à base de bois issus de forêts durablement gérés. Donc nous, on n'achète que du papier fabriqué en Europe occidentale. Malheureusement, il n'y a plus de papeterie en France, ou quasiment plus. Mais en tout cas, tous nos papiers viennent des pays proches et sont issus de forêts certifiées PEFC. Voilà, on est imprimé vert aussi, ça c'est un label sectoriel. D'accord, donc déjà un certain nombre d'engagements, mais visiblement, manifestement, il fallait aller un petit peu plus loin avec un accompagnement par Opco EP. Je vous propose d'accueillir Karine Brunel, qui est coordinatrice projet pour Opco EP, pour parler des 2 dispositifs que dont vous avez bénéficié, que vous avez suivi, le Green Me Up d'un côté pour vous, Vincent Fournials, et la poursuite d'un label Printetic. Bonjour Karine Brunel. Donc on a ces deux dispositifs qui ont été suivis par ces 2 entreprises témoins. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le Green Me Up et le label Printetic? Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Karine Brunel, effectivement coordinatrice projet au sein d'Opco EP. Je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne les decks nationales et puis également les EDEC qui sont déployés en région.
Et là, je fais le lien effectivement avec votre question, notamment sur la partie Green Me Up, puisque effectivement ce dispositif est porté par la région Occitanie, plus spécifiquement avec un cofinancement qui permet de financer notamment des micro-learning. Il y a une vingtaine de micro-learning qui peuvent être mis à disposition des entreprises pour la partie sensibilisation sur les questions relatives à l'énergie en particulier, et puis également tout ce qui concerne les diagnostics PCRH, donc qui ont été évoqués précédemment, pour pouvoir accompagner des entreprises de manière un peu plus développée. Alors c'est un dispositif qui dure en moyenne entre 3 à 5 jours selon la taille de l'entreprise et effectivement les enjeux sur lesquels elle souhaite travailler, qui permet de prendre un petit peu de hauteur par rapport au quotidien pour effectivement analyser les impacts de l'environnement sur l'activité et sur le business model des entreprises. Donc ça, c'est pour la partie Green Me Up. Après, il y a d'autres financements également qui peuvent être proposés, notamment sur le volet formation, donc qui permet ensuite d'accompagner effectivement la partie salariée pour poursuivre cet accompagnement au changement, puisque comme vous l'avez dit, Cyril, il y a effectivement une démarche d'accompagnement au changement aussi qui est portée par les entreprises. Donc voilà pour la partie Green Me Up de manière un petit peu synthétique. Vous aurez le détail de tout ça dans le chat. Et puis pour évoquer effectivement la partie qui concerne l'imprimerie Léonce Després, donc effectivement il y a une démarche qui existe aussi, donc là qui a été portée par la branche qui s'appelle Printetic, qui permet d'accompagner notamment le secteur de l'imprimerie via une formation qui peut être proposée en lien avec la RSE. Donc là, on élargit un petit peu le prisme puisque c'est le RSE, comme l'a précisé Cyril, c'est une partie effectivement de la transition écologique et énergétique qui est intégrée dans cette dimension-là. Et dans le cadre d'un parcours de formation d'à peu près 4-5 jours, en fait, on peut accompagner effectivement cette démarche de réflexion aussi de l'entreprise. Donc là, il s'agit d'une action collective qui a été validée par la branche de la communication graphique et qui permet d'accompagner les entreprises qui souhaitent aller plus loin sur cette dimension, en tout cas, notamment environnementale, mais pas que, puisqu'on a parlé effectivement du volet social et sociétal. Voilà, en tout cas, pour répondre sur ces deux sujets. Oui, ça sont deux exemples d'accompagnement. Bon, évidemment, l'OPCO propose une offre de service large. J'en profite, si vous permettez, Karine Brunel, pour préciser que, évidemment, les conseillers à travers les territoires, et vous avez un maillage conséquent, accompagnent au quotidien les entreprises. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à vous tourner vers eux, vers elles, pour avoir toutes les précisions sur les dispositifs dont nous parlons, sur les accompagnements, les aides, etc. Christophe Fajardi, peut-être parlez-nous de votre relation avec OPCO EP pour accompagner ces projets de transition écologique et transition énergétique. Quelle était l'expression de vos besoins? Alors, le point de départ, j'en ai parlé, cette volonté de changer notre modèle environnemental. Parallèlement, on sentait la nécessité d'avoir une politique. On faisait beaucoup de choses dans le domaine de la RSE, dans tous les domaines, dans le domaine de la formation. On peut dire qu'on a un excellent climat social, mais on voulait y mettre un cadre. Donc, on a décidé d'essayer d'obtenir un label RSE. On a fait une petite étude de marché, puis à ce moment-là, il y a aussi bien la branche que l'OPCO EP qui sont venus nous parler de Printetic. Et donc, on a décidé d'aller vers ce label. C'est un label RSE, effectivement, vous l'avez évoqué, qui couvre les 3 grands chapitres sociétal, environnemental, économique. Et toutes les actions qu'on est en train de mener, qu'on est en train d'initier actuellement dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat, on la communique en interne sous ce plan d'action Printetic pour pas trop compliquer la communication. De toute façon, dans la RSE, il y a l'environnement. Voilà, et l'OPCO nous a accompagnés pour le montage de ce dossier. Voilà, on a identifié un référent RSE, ce qu'on n'avait pas chez nous avant. On est une PME avec une petite structure. Et voilà. Et plus globalement, sur l'accompagnement de l'OPCO, l'OPCO nous aide à structurer nos plans de formation. Pareil, on fait beaucoup de formations, mais pas forcément dans une démarche bien structurée. Et dans le cadre de notre projet de labellisation Printetic, on est en train de la structurer.
Ok, Vincent Fournial, même question. Quelles sont les relations? Enfin, quel était votre besoin et qu'est-ce que le dispositif Green Me Up vous a apporté finalement? Pour ma part, donc, avec notre co, on avance très bien parce qu'on forme énormément nos garçons. On pense que la clé et la différenciation de notre entreprise, c'est un petit peu la matière grise qu'on entretient dans l'entreprise. Donc, on fait beaucoup de formations et en appui avec l'OPCO jusqu'au jour où l'agent qui nous suit à l'OPCO EP, Michael, nous voit dans quel sens on part et il nous propose justement il nous propose d'aller vers le Green Me Up. Ce Green Me Up, on s'y inscrit, c'est génial. En fait, vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre, surtout par des petites vidéos qui sont vraiment très très bien faites, qui vont vous permettre d'aborder des sujets éthiques, des sujets environnementaux et en fait de prise de conscience importants. Et grâce à ça, on s'est lancé du coup, on a dit ok, on part sur le Green Me Up. Ça nous a amené de la structure et ça nous a amené un sens. Et ce que je disais au début de l'interview, ça nous permet aussi maintenant de dire ce que l'on fait. En fait, on a des bonnes pratiques et maintenant on va apprendre à les exprimer et à communiquer dessus. Et au final, c'est gagnant sur toute la ligne. On s'améliore, on devient plus propre et on va apprendre à le dire à nos clients. Et au milieu de ça, toutes les équipes travaillent dans les meilleures conditions. Donc très bien. Et grâce en fait à cette approche qu'on a eue avec l'OPCO, parce que là, j'insiste sur ce point par rapport à mes confrères qui peuvent nous écouter, qui ont la responsabilité des entreprises. L'OPCO, en fait, ça doit être un point. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous aider. Et ils ont des idées. Et le Green Me Up, honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Il a fallu que Michael me dise, mais il y a quelque chose qui existe dans les tiroirs. On peut t'aider à structurer ça. Et c'est comme ça qu'on a lancé le Green Me Up. Donc voilà, très. Ok, donc c'est quand même cette relation avec Michael, votre conseiller OPCO, qui vous a permis de vous orienter pour gagner finalement pour structurer la démarche et établir, si je comprends bien, finalement pour établir un véritable process au sein de l'entreprise. Je vais passer la parole à Karine Brunel parce qu'on parle beaucoup de l'offre de service finalement d'OPCO EP avec beaucoup de ressources. Vincent Fournial, vous avez souligné l'intérêt de ces vidéos. On les retrouve sur différentes plateformes, Karine. Oui, tout à fait. On a effectivement une plateforme qu'on met à disposition donc des entreprises qui s'appelle Ressources EdFlex, qui est donc sur notre site internet sur OPCO EP. Il y a un lien qui va apparaître effectivement dans le chat qui permet de proposer différentes ressources pour pouvoir sensibiliser les dirigeants, les salariés qui s'intéressent effectivement au sujet de l'énergie et de l'écologie pour aller plus loin et bien comprendre effectivement quels peuvent être les enjeux portés à travers des expériences qui ont été menées dans un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité, ce qui permet vraiment d'avoir une vision assez large finalement du sujet. Donc effectivement, c'est un levier de sensibilisation assez intéressant et qui peut être effectivement complété par les petits modules de micro-learning dont parlait tout à l'heure Monsieur Fournial sur effectivement la dimension sensibilisation, puisque les micro-learning, ça dure à peu près 2-3 minutes. Donc là, si vous avez peu de temps, on va dire, on sait que les dirigeants sont relativement sollicités, donc ça permet en tout cas de se mettre dans le bain assez rapidement. Voilà. Je voulais peut-être revenir, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions aussi qui étaient posées par rapport aux régions. C'est ce que j'allais vous dire. On a quelques questions posées. On va prendre peut-être le temps d'y répondre à certaines. Et puis ensuite, on parlera des actions qui sont menées par Vincent Fournial et Christophe Fajardi. Karine Brunel, je vous en prie, si vous en avez identifié, en particulier sur ce dispositif Green Me Up. Il est spécifique à l'Occitanie ? Alors c'est ça, en fait il est effectivement spécifique à l'Occitanie. Maintenant il faut savoir que chaque région a noué avec les DRETS, donc qui sont les partenaires effectivement institutionnels au niveau de chaque région, des projets, des conventions de cofinancement qui peuvent leur permettre en tout cas d'accompagner les entreprises, tant sur le volet on va dire PCRH, donc conseil et accompagnement d'entreprise, que sur la partie formation. Donc en fait j'invite les entreprises à prendre contact
avec les conseillers. Alors déjà, allez voir sur le site de l'OPCO, effectivement, pour aller voir les noms des conseillers qui concernent leur département. Et ensuite, de prendre contact rapidement avec eux pour avoir les informations qui les concernent, puisque en fait, chaque région peut avoir des dispositifs un peu plus spécifiques. Sachant que la finalité, effectivement, les deux gros volets, on va dire, qu'on va retrouver à chaque fois, c'est un accompagnement, effectivement, en termes de diagnostic pour pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement de l'entreprise avec une réflexion qui va être menée, comme je le disais tout à l'heure, sur à la fois l'entreprise, les impacts écologiques et puis la transformation, on va dire, peut-être de l'organisation pour ajuster les compétences et pouvoir y répondre au mieux. Et puis ensuite, le volet formation pour effectivement accompagner la formation des salariés qui sera nécessaire de mettre en place derrière par des formations assez courtes, en fait, qui peuvent être mises en place de manière assez simple par l'entreprise. Donc, toute cette partie accompagnement, effectivement, elle est portée par les conseillers de l'OPCO. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations et qu'ils puissent vous répondre de manière ciblée en fonction des financements qui sont opérants dans leurs régions respectives. Alors, j'ai vu notamment une question qui était posée sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, le dispositif GreenMeup n'existe pas en tant que tel sur la région Bourgogne-Franche-Comté, mais il existe d'autres choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe des diagnostics, en tout cas des possibilités d'accompagnement en termes de diagnostic et également du financement sur du volet formation. Ok, très Voilà bien. pour- Je vous propose de prendre une question pour nos deux entreprises qui va me permettre de faire le lien, la transition avec la dernière partie de ce webinaire sur les actions concrètes. La question est la suivante: avez-vous pu facilement mettre en place des indicateurs pour démontrer l'amélioration de la durabilité à vos clients? Alors, je ne sais pas à qui la question s'adresse, si c'est à Christophe Ajardi ou à Vincent Fournial. Quoi qu'il en soit, cette question d'indicateur, finalement, pour accompagner cette démarche, pour l'objectiver, c'est une question qui intéresse un peu toutes les entreprises. Qui souhaite répondre? Allez-y, Vincent. Au nord, au sud, voilà, le nord, le sud. Bon, ok. Ok, pour les indicateurs de mesure. Ouais, alors aujourd'hui, en fait, ça c'est en cours d'amélioration, puisque comme on partait pas forcément de quelque chose de structuré, on est en train de structurer, donc d'avoir des données qui sont des données quantitatives pour l'instant essentiellement, quantitatives par produit et nombre de produits qu'on va mettre en recyclage. Donc ça, l'idée c'est de le mesurer de plus en plus pour pouvoir l'affiner, pour pouvoir continuer. Mais je vais laisser la parole à Christophe parce qu'après il y aura un autre sujet intéressant dans cette démarche-là, c'est que pour l'instant, donc on traite des déchets, mais demain, c'est aussi trouver des fournisseurs qui vont fournir des produits avec moins de déchets ou plus de durabilité. Mais vous allez voir, c'est un levier qui peut être important. Mais du coup, pour l'instant, la mesure, elle est quantitative. Et comme elle vient de naître, je n'ai pas forcément énormément de comparaisons à faire. Mais on a choisi des partenaires qui nous permettent de mesurer ça. Dans le recyclage, il y a plein d'entreprises en fait, qui savent faire ça et qui nous aident à le transcrire derrière. Et financièrement, je relève un point, ça coûte 0. Important. Oui, c'est un point important, effectivement. Oui, point important, ça coûte 0, c'est une volonté de la boîte. C'est-à-dire que dans nombreuses matières que vous allez recycler, les matières ont une valeur au recyclage. Nous, ce que l'on a voulu faire, c'est que cette valeur que ça a ramené à l'entreprise, on a mis en face tout ce que l'on pouvait recycler, qui allait nous coûter, en fait, pour aller sur un bilan financier égal à 0. Donc, et c'est ce qui a ouvert, en fait, plein de portes et plein de possibilités, et on continue dans ce sens-là. Voilà pour ma partie. Christophe. Christophe Ajardi, vous souhaitez ajouter un mot sur cette question des indicateurs, si certains sont déjà en place ou si oui, alors c'est aussi partiellement en cours, mais on a depuis longtemps des indicateurs sur les taux de déchets, notamment parce que le procédé d'impression génère du déchet papier, qui est recyclé bien sûr, hein, et qui est valorisé depuis longtemps. Ça fait partie, c'est un élément important. Donc on a énormément de produits de produits qui sont recyclés. Donc les indicateurs, on les a depuis longtemps. On met en place, là on est plutôt en train de mettre en place des indicateurs de processus, par exemple pour suivre le nombre d'heures de formation de nos équipes dans le cadre de l'environnement. Voilà. Mais alors faut pas se noyer dans les indicateurs, hein, surtout quand on a une petite structure, parce qu'on n'a pas les moyens de les analyser et de les tenir à jour.
mais Ça, 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 ça reste un instrument et pas une finalité, hein. voilà, Et tout à fait. on est bien Ouais. d'accord. La finalité, c'est l'action et le résultat des actions qui sont menées. Alors, quand on parle d'indicateur, évidemment, on est totalement dans cette perspective. J'aimerais vous entendre sur, voilà, ce qui a été mis en place, que vous comptez mettre en place, et aussi sur les besoins en compétences que cela suppose à court et à moyen terme. Quand on parle de transition écologique et environnementale, on a bien compris, nous sommes sur des perspectives et nous sommes plutôt sur du temps long. Et la bonne attitude à avoir, vraisemblablement, c'est d'anticiper. C'est aussi d'anticiper au niveau des compétences. Alors, avant d'aborder frontalement le sujet compétences, une question pour vous, Christophe Fajardi. En parallèle de cet accompagnement que vous avez avec OpcoEP, comment sensibilisez-vous vos équipes à cette démarche qui est engagée? Comment vous les embarquez dans la démarche? Alors, on a d'une façon générale des équipes qui sont très mobilisées. Sur l'aspect énergétique, on les a mobilisés assez facilement en 2020-2021 lorsqu'il y a eu la crise énergétique, parce que c'était quasiment une question de survie pour nous, hein. On dépense 6 à 700 000 euros d'énergie, gaz, électricité par an. Donc, quand les coûts se sont envolés, ça a été assez facile de sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques. Sur l'aspect environnemental, c'est un processus plus long terme, mais à titre d'exemple, on a décidé de fermer le site le lundi 13 janvier, là, dans 2 mois. On ferme le site 24 heures, le site industriel qui tourne en 3/8, et on embarque tout le monde dans une journée de formation, sensibilisation à l'environnement. Tout le monde fera une fresque du climat, plus d'autres ateliers. C'est une journée qui nous coûte, c'est un investissement. Mais on est convaincu que, il faut embarquer nos équipes. Il faut embarquer nos équipes pour mener à bien les changements qu'on veut mener, mais il faut aussi les amener. Nous, ça a été notre première réaction lorsqu'on a assisté à la première journée de la CEC, première session. On s'est dit, il faut qu'on embarque nos équipes, mais également pour qu'ils changent dans leur vie personnelle, qu'ils comprennent mieux les enjeux auxquels on est tous confrontés. Il n'y a pas que l'entreprise. Notre conviction, c'est qu'on doit aussi embarquer nos équipes à changer individuellement leur vision sur leur mode de consommation, sur leur mode de vie, tout simplement. Parce que l'enjeu, c'est un enjeu de vie aujourd'hui. Oui, et cette journée de mobilisation dont vous parlez, effectivement, c'est quand même un acte fort que vous posez, de fermer l'usine pour une journée dédiée à la transition écologique. Ça signifie, cette transition, qu'il y a également des conséquences sur l'environnement de travail. Peut-être quelques exemples d'actions qui sont menées au niveau du site. Ça renvoie un petit peu à la question de la QVT, hein, que je posais tout à l'heure à Vincent Fournial. On est un petit peu là-dedans aussi. Alors, la première grosse action, c'est une réflexion sur nos process. Donc, sur nos process, c'est un processus long, c'est des investissements lourds, mais aujourd'hui, on a des process qui sont très gros consommateurs, comme j'ai dit, de gaz et d'électricité. Voilà, on est en train de réfléchir, mais là, on parle de changements à 3 à 5 ans de nos procédés de fabrication et d'impression. Sur des actions plus court terme, on a amélioré le tri alors, on avait un processus de tri de nos déchets industriels qui était optimisé, où quasiment tout est recyclé, voire valorisé, mais on triait pas du tout nos poubelles de bureau, les déchets alimentaires. On a une petite cafétéria où tout le monde mange, où les équipes journée déjeunent le midi. On ne triait rien, donc on a commencé par trier. On a pour projet de vraiment verdir notre site pour essayer de recréer un peu de biodiversité autour de notre site industriel. C'est un site construit à 20 ans, tout a été rasé, quelques arbres plantés, mais c'est un peu sinistre, donc on veut le verdir. Voilà des exemples d'actions concrètes qu'on est en train de mener. Oui, action très concrète. Si vous me permettez une question tout de même par rapport à tout cet engagement dont nous parlons. Vous êtes à la tête d'une PME. Le fait d'être une petite structure, est-ce que c'est un frein ou est-ce que, au contraire, ça peut vous apporter une certaine souplesse dans la mise en place de la stratégie transition écologique? Alors c'est les deux. C'est une grande souplesse parce que ça nous permet de décider très rapidement ce qu'on veut mettre en place. On n'a pas besoin de conseil d'administration, on n'a pas besoin de faire des rapports de 15 pages. On décide instantanément des actions qu'on veut mener. Le frein, c'est qu'on manque des fois de moyens, de temps, pour avancer aussi vite qu'on le voudrait. Voilà, parce qu'on est confronté à la réalité de notre activité, à de multiples priorités qui sont tous les jours contradictoires. Voilà, donc c'est à la fois... Enfin, moi, je considère que c'est plus un atout qu'un frein.
Parce que pour avoir travaillé dans un grand groupe, vous êtes une petite structure, il y a plus d'atouts que de freins parce qu'on peut aller vite. D'accord, oui, c'est un point important. Vincent Fournial, dans votre entreprise, comment est-ce vécu? Quelle est la perception par les équipes de cette démarche? Alors en fait, ça s'est très très bien passé et je reviens sur ce que dit Christophe parce que je suis complètement d'accord. Le fait qu'on soit des TPE, PME, en fait, on est super flexible, on sait réagir rapidement et puis on est proche de nos équipes. Et donc, quand vous proposez à vos équipes de moins jeter, d'utiliser des choses meilleures pour eux, pour tout le monde, etc., ça prend le pli vraiment rapidement. On a créé des routines qui ont pas mis 2 mois à se mettre en place. C'est allé très rapidement. Donc, au niveau de la mise en place, ça s'est très très bien passé. Très très bien accueilli, très bien placé. Et ils m'ont même relevé un point que j'avais pas notifié. Donc, on a rajouté encore quelque chose qu'on faisait pas forcément très bien et qui est venu de la part de nos gars. Donc très bien. Ça a très bien fonctionné. Je voudrais rajouter pour Allez-y, rebondir sur Vincent, c'est une fierté pour nos équipes. C'est plutôt une fierté pour nos équipes. Et donc effectivement, et ils sont source de... Moi, ils me mettent la pression, hein, clairement. Hein. J'ai des collaborateurs qui, pourquoi on n'a pas fait ça encore, Christophe? Vous en avez parlé le mois dernier, c'est toujours pas en place. Pourquoi, etc. Quoi. C'est parfait. Voilà. À titre d'exemple, je cherche le mot. On va mettre en place un composteur. Ça fait 1 semaine qu'on l'a reçu, il n'est pas installé. On m'en a parlé ce matin. Christophe, qu'est-ce qu'on attend? Bon, il faut le mettre en place. On n'a pas installé encore. Il est encore. Oui, c'est eux qui vous poussent en fait. C'est Oui, plus vous qui essayez de les convaincre de la démarche, mais c'est eux qui demandent davantage. Alors, sur je présentais tout à l'heure ces actions mises en place aussi avec une dimension de montée en compétences, donc avec peut-être des actions de formation à la clé. Comment vous abordez ce sujet, Vincent Fournial, peut-être? Par rapport aux formations, il faut qu'on voit justement à notre cours sur les formations sur ce sujet-là. Nous, on travaille on a fait des PCRH. Pour justement transmettre et mettre de l'ordre dans des procédures sur le suivi de tous ces dossiers. Et ça fait partie du système. Comme on veut les entraîner dessus, qu'on veut communiquer dessus, et comme on fait du commerce, il faut que les garçons puissent en parler, il faut qu'ils s'approprient le sujet. Donc on fait des formations là-dessus et l'OPCO nous a aidés sur des PCRH. Et on continue justement là-dessus sur la formation des managers pour continuer à faire grandir ce dossier en interne. Ok. Christophe Fajardi, peut-être un mot sur cet enjeu de formation, puis je vais passer la parole ensuite à Karine Brunel. Alors, on structure de plus en plus notre démarche formation. On a 2 points d'entrée pour alimenter cette démarche. On a les entretiens professionnels qu'on ne menait pas et que depuis 2 ans, on a commencé à mener, qui sont d'une richesse incroyable. Je prenais ça pour une corvée au début de devoir mener 70 entretiens individuels, parce que je les mène personnellement. Et finalement, c'est un atout, c'est une richesse incroyable. Et puis, l'autre point d'entrée, c'est notre démarche printhétique, dans lequel il y a le pôle social et sociétal, qui nous pousse aussi à mieux formaliser notre plan de formation. Et l'OPCO nous aide dans la mise en place d'actions. Dans le financement aussi, clairement, on est en permanence en recherche de financement. Voilà, donc l'OPCO est un atout, l'OPCO EP est un atout fort dans la mise en place de notre plan de formation. Eh bien, vous faites ma transition pour passer la parole à Karine Brunel. Précisément, l'OPCO a ce rôle, cette mission essentielle d'accompagner au quotidien. Alors, comment ça se passe? En fait, vous chargez un peu de tout aussi au niveau du montage des dossiers, au niveau de l'expression des besoins de formation. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, c'est le conseiller en formation qui va accompagner l'entreprise tout au long du parcours, donc avec l'analyse des besoins de formation, l'accompagnement effectivement pour le montage du plan de financement de sa formation via notamment mes services en ligne qui sont proposés sur la plateforme OPCO EP et qui permet de pouvoir pour l'entreprise déposer un dossier de demande de financement qui sera ensuite suivi par les services de l'OPCO EP. Il y a également pour les formations qui sont attachées à des branches
branche professionnelle pour des formations un petit peu plus spécifiques, des critères de branche qui sont également proposés sur notre site qui permettent en fait aux entreprises de chacune des branches de connaître les modalités de financement apportées par leur branche. Également, pour aller un petit peu plus loin parfois aussi sur des sujets un peu techniques, il y a la possibilité de faire appel à notre centre d'appel qui est là pour répondre à toute question. Voilà, donc à tout moment, toute question, le centre d'appel peut répondre. Donc là, c'est nous contacter sur OPCO-EP. Et puis, de toute manière, quoi qu'il en soit, le conseiller OPCO-EP est vraiment voilà, en lien permanent avec l'entreprise pour l'accompagner, comme ça a été dit par les deux entreprises qui ont témoigné, de bout en bout de leur projet, en fait, hein, de l'identification, on va dire, du besoin jusqu'au financement. C'est vraiment l'ensemble de la démarche qui est prise en charge par OPCO-EP, l'OPCO-EP étant facilitateur, en fait, pour l'entreprise de l'ensemble des démarches qu'il doit mener pour monter à bien son projet. Une dernière question à nos représentants d'entreprise, avant peut-être de prendre quelques questions, remarques des internautes. Je ne sais pas s'il y en a. Vincent Fournial, Christophe Fajardi, quelles sont vos prochaines étapes? Alors, pour ma part, j'y vais, Christophe, merci. Pour ma part, donc nous, ce qu'on va mettre en place, enfin, on va aller plus loin, on va aller peut-être aller sur un bilan carbone, et on veut surtout se servir de ça pour mesurer nos fournisseurs. Aujourd'hui, on subit des pressions descendantes, de gens qui nous imposent toujours plus de volume, etc. C'est assez lourd. Face à ça, nous, ce que l'on veut mettre en place, c'est dire, d'accord, on va répondre à vos critères. Par contre, est-ce que vous répondez aux nôtres? Donc, on veut pouvoir mesurer nos fournisseurs, c'est-à-dire la provenance, comment sont construites les machines que l'on peut commercialiser, qui nous permettra aussi de prévenir, de prévoir ce qui va se passer plus tard. Si on prend des machines qui sont bien construites, qui sont construites sous des normes et qui ne sont pas construites à l'autre bout de la planète, il est fort à parier que dans 20 ans, je pourrai toujours la réparer. Donc, on part sur ce schéma-là. Donc, on va affiner un petit peu plus donc, tout ce qui est la responsabilité sociétale de notre entreprise et cette démarche autour d'un bilan carbone. Alors, c'est les prémices. Hein. Voilà. Oui. On y va timidement, c'est les prémices, mais enfin, on veut aller vers ça. On veut tendre vers ça. D'accord. C'est une démarche prudente aussi, hein, bien évidemment. Christophe Fajardi, de votre côté, quelles sont les prochaines échéances, prochains objectifs? Alors, je vais parler d'une échéance qui est importante pour nous, c'est cette journée du 13 janvier. Et plus globalement, alors nous, on a fait notre bilan carbone, il est certifié. On a fait notre bilan carbone dans le cadre d'une démarche certifiée par la branche. Et d'abord, on l'utilise commercialement, ce bilan carbone, parce qu'il y a des préjugés. Hein, le préjugé que en achetant localement, on a un meilleur bilan carbone, c'est pas toujours vrai. C'est quelquefois vrai, mais pas toujours. Après, il y a d'autres notions de responsabilité sociétale, etc. Mais on utilise de plus en plus le bilan carbone comme un critère d'achat. Là aussi, je rejoins ce qu'a dit Vincent. On achète beaucoup de papier. Faut savoir que pour fabriquer du papier, il faut beaucoup d'énergie, notamment de l'électricité. Et aujourd'hui, par exemple, les papetiers installés dans les pays où l'électricité est très carbonée sont très défavorisés. Ils sont inquiets d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut mieux acheter du papier qui vient du nord de la Norvège plutôt que du papier qui vient de la frontière belgeo-allemande. Pourtant, on est dans le nord, on est tout près de l'Allemagne, mais l'électricité allemande est très carbonée, donc le bilan carbone du papier est très mauvais. Donc, ça devient un critère d'achat. Je prends un autre exemple, on a un fournisseur sur une autre matière que je citerai pas, mais qui a délocalisé sa production qui était aux Pays-Bas, il l'a délocalisée en Chine. Aujourd'hui, on envisage sérieusement de changer de fournisseur, même si on sait que ça va nous coûter probablement un peu plus cher, pour aller chez un fournisseur qui a toujours une production en Europe. Il n'y a plus de production sur ce type de produit en France, mais parce que d'un point de vue éthique, ça nous gêne profondément, et on est convaincu que nos clients vont être sensibles à ces choix stratégiques qu'on va faire. Plus globalement, notre projet, l'avenir, c'est de rendre l'entreprise plus résiliente. Mais quand on parle d'approvisionnement en Chine et de le relocaliser en Europe, c'est un moyen d'être plus résilient. Parce que de toute façon, nos entreprises vont subir des moments difficiles dans les décennies qui viennent, c'est inévitable et il est indispensable, on est convaincu qu'il faut qu'on rende notre entreprise plus résiliente aux périodes difficiles auxquelles on sera confronté.
Ok, je vois une question, alors qui peut vous concerner, Christophe Fajardi, mais peut-être davantage Guillaume Laurent, je ne sais pas. La question est de savoir s'il existe une note d'analyse sur le secteur de l'imprimerie. Alors, je suis bien en peine de répondre. Est-ce que vous, Christophe Ajardi, vous avez connaissance de Non, cette note? Bah, écoutez, non. je pense que je vais poser la question à Guillaume Laurent pour voir s'il a des éléments de réponse. Il me reste à vous remercier, Christophe Ajardi, Vincent Fournial et Karine Brunel pour vos éclairages, vos témoignages et vos précisions sur les dispositifs et les motivations pour mettre en place des actions concrètes de transition écologique. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole donc à Guillaume Laurent. On va essayer de répondre cette question là sur la note d'analyse sur le secteur de l'imprimerie. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait une juste après que vous soyez intervenu, Guillaume, qui était un diagnostic concernant la santé animale également, quoi. Voilà, deux questions. Quoi qu'il en soit, ce webinaire touche à sa fin. Alors, vous l'avez compris, nous aurons l'occasion, lors des prochains, d'aborder plus en détail un certain nombre de sujets, en particulier l'importance des montées en compétences en lien avec les enjeux de la transition écologique. Tout ne peut pas être dit. C'est pour cela qu'il y a un cycle de webinaires. On pourra ainsi répondre à l'ensemble de vos questions. Guillaume Laurent, gardez ces deux questions en tête. Je vous en pose une troisième. Quelques exemples peut-être de ce que montrent les études approfondies de branches en matière de montée en compétences. Alors, sur les questions qui ont été posées dans le chat sur les notes d'analyse, alors concernant les vétérinaires et l'imprimerie, c'est deux notes qui sont en cours de validation auprès des branches professionnelles. Elles sont techniquement rédigées. Maintenant, c'est juste une validation paritaire qui est en cours et une fois qu'on l'a, on pourra la déposer en ligne et les gens pourront y accéder. Donc, on en a quelques-unes comme ça, effectivement, qui ne sont pas encore totalement validées paritairement et qui vont être déposés voilà, il y en a une bonne quinzaine, je crois, qui vont arriver prochainement, en plus de celles qui sont déjà déposées sur le site. D'accord, donc restons en veille sur la Voilà. publication de ces notes. Alors, je vous posais cette question puisque nous évoquions avec les deux entreprises témoins et avec Karine Brunel cet enjeu de montée en compétences qui peut passer par la formation. Peut-être quelques exemples de ce que montrent les études approfondies de branche sur le sujet. Ouais, alors alors, peut-être même avant d'arriver sur les études approfondies, juste un mot effectivement sur toutes les entreprises de proximité qui finalement interviennent à différents niveaux du cadre de vie, voilà, de tout le monde et qui ont un niveau d'exposition, un niveau de maturité sur le sujet qui est très variable, voilà, par rapport aux effets que toutes ces transitions vont avoir sur elles. Mais ce qui se dégage, c'est qu'en fait finalement elles peuvent tout agir et que la somme de toutes leurs actions a un impact sociétal et environnemental qui est très élevé. Donc, on le voit notamment avec, alors je vais prendre quelques exemples, hein, l'assainissement et la maintenance industrielle sur la gestion de l'eau dans leurs opérations de curage, la réduction des polluants dans les engins et les camions qu'ils utilisent. Ça peut être les sociétés d'expertise qui vont aussi agir fortement du fait de la multiplication des événements climatiques et de l'augmentation de la sinistralité. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi dans leurs activités et l'évolution des compétences. Les remontées mécaniques qui doivent investir aussi sur des équipements moins énergivores et puis les changements qui doivent pousser à des changements de pratiques des employés et des vacanciers. Et puis tout ce qui est aussi réduction de la production de déchets qui touche quand même un certain nombre de branches. Voilà, ça peut être les laboratoires, les cabinets médicaux, mais aussi dans la coiffure, mais aussi dans l'alimentation de détail. Donc on voit qu'on a des choses qui sont partagées, d'autres qui sont des choses qui sont très spécifiques. Et pour en venir à un exemple, voilà, peut-être pour terminer sur ce sujet-là, la promotion immobilière, effectivement, une étude approfondie qui a été menée récemment, sur laquelle, en gros, la porte d'entrée était de rentrer par les opérations type dans la promotion immobilière. Donc, il y en avait 8 de mémoire. Et donc, suite à ça, il y a eu la mise en place d'un plan d'action, alors sans rentrer dans le détail, qui comportait en fait trois axes majeurs.
Le premier qui était de renforcer les compétences de la transition écologique au sein des entreprises, notamment il y avait la question de mettre un référent transition écologique au sein de l'entreprise qui porte et qui diffuse aussi ce message. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de la fresque du climat, ça peut être aussi le fait de développer des choses de ce type-là pour développer une culture autour de ces sujets-là. Il y avait le fait aussi d'intégrer la transition écologique dès la phase de conception d'une opération de promotion immobilière. Donc ça, c'était un point important. Et voilà, vous pouvez voir aussi ces éléments d'études approfondies sur le site. J'ai parlé des notes transition écologique, mais toutes les études approfondies sont mises aussi sur le site. Et puis, il y a le fait aussi de développer des collaborations intersectorielles et de pousser aussi l'innovation dans la question de la promotion immobilière. Donc, je rentre pas forcément dans le détail des éléments. Il y aura peut-être d'autres webinaires qui permettront de faire ça. Mais voilà un peu pour donner un éclairage sur certaines de nos branches. Guillaume Laurent, merci. Effectivement, tous les sujets n'ont pu être abordés lors de ce webinaire, mais ils le seront lors des prochains, qui nous permettront aussi d'entrer plus en détail sur certains des points discutés aujourd'hui. À cet égard, nous vous donnons rendez-vous le mardi 17 décembre à la même heure sur le créneau 14h-15h pour un nouveau rendez-vous de la transition écologique et énergétique d'OPCO-EP. Très rapidement, un lien va vous être envoyé pour revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Et puis, bien, reste à remercier l'ensemble de nos intervenants. L'équipe OPCO-EP aussi, qui s'est activée sur le chat, vous l'avez remarqué, et remerciements également à vous, le public, et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.